Notre prochaine section sera la section 5.1 dans le livre Carrefour des sciences. C'est le chapitre 5 sur comment est-ce qu'on peut mieux comprendre les propriétés des éléments. La section 5.1, c'est sur l'évolution de la structure. Donc, voyons voir ce que nous avons ici. Donc, lorsque l'on pense à notre monde, nous avons de la matière. Donc, je vais prendre quelque chose. Alors, ça ici, j'ai ça dans la cuisine. Alors, si nous avons un morceau de plastique comme ceci, nous avons de la matière. Mais si nous sommes pour le couper à moitié comme cela, il nous reste 50%. 50%. Si on le met plus petit, il reste 25%. Plus petit, il reste 12,5%. Donc, on peut diviser cette matière de plus en plus petite. Mais éventuellement, il arrive un moment où on ne peut plus diviser cette matière en ce qui concerne le plastique. Ça veut dire qu'il doit y avoir à quelque part des particules qui existent et qui ne peuvent pas être divisées. Ça, ce sont des molécules de plastique. Donc, on a des molécules de plastique. Si nous avons, par exemple, le fer, j'avais un morceau de fer ce matin. Donc ici, j'ai un clip. Si on prend cet objet ici qui est fait de fer et qu'on en divise en deux, divise en deux, divise en deux, éventuellement, on se retrouve avec une particule de fer qui existe. Si nous avons des boucles d'oreilles qui sont, disons, non pas des boucles d'oreilles, nous avons par exemple une pièce en or, parce qu'il y a des personnes qui aiment ça des fois, pensons aux pirates de l'année passée, les rois, les reines, ou ainsi de suite. On a une pièce d'or, si on la divise en deux, divise en deux, divise en deux, éventuellement on se retrouve avec une particule d'or. Donc, l'idée ici, c'est qu'il y a un modèle sur comment est-ce que nous avons la matière autour de nous. Donc, en passant, c'est un résumé du livre ici. Je vais mettre un lien ici à une petite carte. C'est une vidéo qui est plus complète, mais tout de même, je veux parler du livre pour l'instant. Donc, je viens de parler du fait qu'on peut prendre la matière, on l'en divise en plus petites particules, et à quelque part, on se retrouve avec des particules de différentes formes. Donc, on a ici, dans le livre Dalton. C'est à peu près dans les années 1800, un petit peu plus. Et lui, c'est son idée, c'est qu'à quelque part, la matière devrait être des petites particules. Ça semble logique. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs philosophies qui viennent de l'Asie du Sud, plusieurs philosophies qui viennent de l'Europe, Europe ancienne, les philosophes grecs comme Démocrite. Il y a même, si on prend les Premières Nations en Amérique du Nord ou à travers le monde, il y a toujours cette idée comment est-ce qu'on définit la matière. Donc, je n'irai pas en détail avec cette information, mais c'est sur la carte que je mets ici, avec une histoire qui va sur à peu près 2000 à 2500 ans. Mais aujourd'hui, on a Dalton qui est le premier. Ici, lorsqu'on parle du livre, c'est européen, donc bien sûr c'est eurocentrique, mais tout de même, il a sa façon de pouvoir discuter qu'est-ce qu'il en est. Alors Dalton, il a dit que si on a des particules, il doit y avoir des particules, par exemple, de bois, des particules d'eau, et ici, particules de métal. Donc, celui-ci pourrait être le fer et celui-ci pourrait être le cuivre. OK. Donc, on a des particules. Donc, chaque matière a leur propre particules. Donc, ça, c'est une façon de faire les choses, mais c'est un point de référence pour les autres scientifiques. Il a aussi créé la théorie particulière de Dalton. Voyons voir qu'est-ce que c'est. Il a dit, toute matière est composée de minuscules particules qu'on nomme atomes. Donc ici, on a déjà le premier mot qui est utile. Donc dans son idée, il y a des atomes de bois, atomes d'eau, atomes de fer et atomes de cuivre. Il dit aussi, on ne peut pas créer ou détruire ou séparer un atome. Donc dans son idée, c'est que si on arrive à la plus petite particule possible qui peut exister d'une matière, on ne peut pas diviser éventuellement avoir rien. Parce que la matière existe, on doit considérer qu'on ne peut pas le diviser à l'infini. Donc, nos atomes sont les plus petites particules. Troisièmement,
Tous les atomes de même élément sont faits de masse identique, de taille identique. Les atomes d'un élément qui sont différents ont différentes tailles et différentes propriétés. Alors, c'est pour ça ici que j'ai fait ici 4 particules différentes selon le modèle de Dalton. Et il dit, quand les atomes de différents éléments se lient, alors, différents atomes de divers éléments se lient en proportion définie, cela crée des composés. Donc, ça, c'est l'autre mot important. Et la raison pourquoi, c'est qu'on connaissait déjà qu'il y avait l'électricité. On savait qu'il y avait, par exemple, le métal qui, lorsqu'il est dans l'atmosphère, avec l'humidité, ce métal peut rouiller. Donc, dans son idée, c'est qu'il y a ici des atomes qui peuvent s'associer avec d'autres atomes pour faire de nouvelles matières. Ceux-ci sont des composés, c'est plusieurs regroupements d'atomes ensemble. Et ça, c'est notre première idée de la matière. Maintenant, on doit continuer parce qu'après un certain temps, est-ce qu'il y a un T ici? Non. Dans les années 1800 aussi, Thomson a fait des expériences avec des tubes cathodiques. Donc ça, c'est des tubes dans lesquels il y avait on envoyait des rayons de particules et c'était intéressant, un peu comme, vous savez, lorsqu'on a des néons près d'une fenêtre de magasin. Alors c'est en bleu, en rouge, donc il savait que lorsqu'il y a un gaz qui est sous vide et qu'on met de l'énergie, il y a des particules qui sont créées, bien sûr, et ça fait de la lumière. Et ça, c'est excitant. Le début de l'électricité, bien sûr. Alors, ici, comme ceci. Voilà. Donc, ici, on avait nos petits faisceaux nos petits faisceaux qui étaient ici. Et ce qu'il a remarqué, c'est que lorsqu'il mettait des aimants, donc, alors c'est un peu simplifié, mais ça explique quand même bien qu'est-ce qui se passe. Lorsqu'il y avait des aimants, on pourrait même dire des électroaimants, lorsque ces faisceaux arrivaient près d'un aimant, qu'est-ce qui arrivait? C'est que ceux-ci changeaient de direction. Et il a remarqué aussi que lorsqu'il avait des faisceaux venant de différents types de gaz ou de matière, ils réagissaient de la même façon. Donc Thomson a dit, OK, il y a quelque chose qui arrive ici. Premièrement, Dalton a ces particules et une des caractéristiques, c'est que ceux-ci sont neutres. Alors Thomson a dit, à quelque part, il doit y avoir des charges qui sont négatives et positives parce qu'on connaissait l'électricité. On avait en tête que ce sont les électrons qui se promènent. Donc, dans son idée, c'est qu'il y a des petites particules qu'on utilise en électricité qui sont des électrons qui existent. Donc, ils doivent être à quelque part. Alors, Thomson a trouvé cette idée que c'est comme un petit pain au raisin, c'était son idée. On peut penser des biscuits avec des brisures de chocolat. Donc, son idée, c'est que nous avons un objet qui est neutre. Donc, par exemple, une particule d'eau ou ici un atome de fer, c'est un petit peu mieux. Un atome de fer qui est neutre, mais à quelque part, tous ces petits points ici seraient des électrons, mais l'ensemble de ceux-ci, puisque c'est neutre, doit être positif. Donc ça veut dire qu'on a des particules neutres qui contiennent ces petites particules qui sont des électrons, parce qu'en électricité, on avait vu des choses, il fallait trouver une façon de les expliquer. On arrive maintenant à la prochaine personne qui s'appelle Rutherford. Rutherford, lui, a fait d'autres expériences intéressantes. Donc, mettons Rutherford ici. Alors, Rutherford, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des expériences avec des faisceaux aussi des faisceaux de particules, mais il a fait passer ces faisceaux à travers d'une petite feuille d'or. Donc, il avait une petite feuille d'or. Faisons un dessin pour qu'on puisse voir ce qui se passe.
comme ceci. Donc, dans ce temps-là, on savait qu'on pouvait avoir des fines couches d'or. On les utilisait, par exemple, pour recouvrir des statues, par exemple, dans certains bâtiments religieux ou les pièces d'art, les peintres et ainsi de suite. Et ce qu'il a remarqué, c'est que lorsqu'il envoyait un faisceau sur cette feuille d'or, son idée, c'était que si c'est fait de particules, il n'y a rien qui devrait passer. Par contre, il a remarqué qu'il y avait la plupart qui passaient, donc ici, la plupart des faisceaux de particules passaient. Par contre, il arrivait quelquefois qu'il y avait des particules qui se retrouvaient, qui changeaient de direction. Il pouvait remarquer que quelquefois, il y a des petites particules qui revenaient derrière. Il a remarqué quelquefois que lorsque ça passait ici, oh! Donc, à quelque part, il a remarqué qu'il y a dans les atomes ici, dans ces particules, cette idée de Dalton et Thomson, c'est comme s'il y avait beaucoup d'espace vide, parce que presque tous les faisceaux ici vont traverser, même si nous avons ici une petite feuille d'or qui est solide. Par contre, il y a des ricochets ici. Donc, dans son idée, il s'est dit, OK, la seule façon de pouvoir faire ceci, c'est de pouvoir dire, OK, on a nos particules, dans le centre, il doit y avoir un noyau qui est dense, comme ceci, et ce noyau dense est où est la majorité de la masse, assez pour pouvoir faire un ricochet. Par contre, nous avons aussi des électrons, et les électrons doivent être éparpillés autour du noyau. Et on le sait parce que le noyau qui est dense sera positif, comme ceci, et nous avons des électrons qui sont négatifs, mais ensemble, nous devons avoir une particule neutre. N'oubliez pas que Thomson avait aussi parlé de ces particules neutres. Et nous avons aussi Dalton. Donc, tous ces scientifiques utilisaient les connaissances déjà acquises pour pouvoir passer au niveau suivant. Maintenant, Rutherford ici, alors voyons voir si on peut voir le temps. On a Dalton ici, qui est allé à Thomson, qui est allé à Rutherford. Maintenant, un prochain. Rutherford avait un élève qui travaillait avec lui, donc ils étaient à l'université bien sûr, et Bohr a dit, OK, Rutherford dans son expérience, c'est fantastique. Par contre, il a commencé à faire des expériences un peu différentes. Il a remarqué que les électrons, quelquefois, ont des propriétés intéressantes. Alors, voyons voir ce que Bohr a fait. Il s'est dit, nous avons des particules qui sont comme cela. La majorité de la masse est dans le noyau. Par contre, il a remarqué que lorsqu'il envoyait une énergie vers ceux-ci, qu'est-ce qui arrivait? C'est que l'énergie était absorbée par l'atome. Donc, je donne un exemple. Si nous avons un électron qui est ici, l'énergie était absorbée et donc l'électron avait plus d'énergie de bouger plus. Il se retrouvait à un niveau qui était supérieur dans l'atome. Donc, l'énergie était absorbée. Mais il a aussi remarqué qu'après un certain temps, cet électron revenait à sa place initiale et qu'après un certain temps, l'atome émettait de l'énergie. Et souvent, l'énergie pouvait être différente. Donc, il s'est demandé, OK, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Alors, je vais vous donner une analogie. Vous savez, quelquefois, nous achetons ces petites choses. Voyons voir si je peux trouver une photo. Wiki Commons. Phosphorescence. Voyons voir si je peux trouver une image qui est très bien. Voyons voir
tiens, je pense que je vais utiliser... let's see. Je vais utiliser ceci. Je pense que c'est fantastique. Très bien. Donc, si on regarde cette image ici, ça, c'est un exemple de phosphorescence. Vous avez sûrement déjà vu quelque chose comme ça. Vous avez un petit objet, on les colle sur les murs quelquefois, la lumière de la chambre est allumée, ils absorbent la lumière et aussitôt qu'on ferme la lumière, il y a cette petite lueur qui est verdâtre qui vient vers nous. On peut faire des petites planètes, des petits oiseaux, des petits points. Mais c'est intéressant parce que il n'y a plus de lumière, mais ces objets émettent de la lumière. Et si on attend quelques heures, à ce moment-là, ceux-ci n'ont plus cette lueur verte. Alors ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que ces objets, lorsque la lumière est allumée, vont absorber l'énergie de la lumière et donc l'énergie est accumulée à l'intérieur des électrons, par exemple. Et donc, aussitôt qu'on ferme la lumière, ces électrons sont encore excités, mais puisqu'il n'y a plus de lumière pour les garder excités, ce qu'ils font, c'est qu'ils reviennent à leur niveau, qui sont plus calmes, et vont émettre une lumière qui est verdâtre. Et donc, ceci se passe pendant quelques heures. Éventuellement, tous les atomes ont repris leur énergie initiale. Alors, l'idée de Bohr ici, il a dit, OK, Rutherford, c'est excellent, noyau électron tour. Moi, ce que je vais faire, c'est que autour du noyau, il y a des endroits spécifiques où nous avons les électrons. Et on appelle ceux-ci des orbites. Et nous allons parler des orbites et la structure de l'atome dans le prochain vidéo. Mais avant de passer au prochain vidéo, ce qui est intéressant, c'est que il y a une autre personne qui a parlé du fait que, OK, nous avons les électrons qui sont négatifs. Donc, voyons voir si on peut écrire le vocabulaire de cette section. Nous avons les électrons et électrons qui sont négatifs, comme ceci. Nous avons aussi un endroit dans le centre, dans le noyau, où c'est très dense et c'est positif. Donc, nous avons ici les protons. Les protons, ce sont ces petites particules qui sont positives. Maintenant, il y a une autre personne qu'on parle dans le livre et son nom c'est, alors ici, c'est Chadwick. Alors, Chadwick a fait ses expériences. Et ce que Chadwick a remarqué, c'est que nous avons des particules comme ceci qui ont des propriétés semblables, qui ont le même nombre de protons. C'est fantastique, mais quelque part, leur masse volumique, leur densité est différente. Alors, Chadwick est la personne qui a mis la théorie, et c'est accepté maintenant, qu'il y a ce qu'on appelle des neutrons qui existent, qui est un autre type de particules. Les nœuds, voyons voir, les neutrons. Les neutrons sont neutres, c'est une particule, et ces particules existent, ont une masse, mais ne réagissent pas avec leur environnement. Et donc, ces trois personnes ont créé cette idée de trois sous-particules. En passant, si nous avons deux atomes de cuivre qui ont des masses différentes parce qu'ils ont des neutrons différents, un autre mot qui est possible, c'est isotope. Isotope. Deux isotopes de cuivre, ce sont deux particules qui sont identiques, point de vue propriétés physiques et chimiques. Par contre, leur masse est différente. La masse des particules, la masse des atomes. Et ça, c'est intéressant et ça va faire partie des discussions que nous allons avoir dans la prochaine vidéo. Alors, sur ce, nous avons ici l'histoire qui parle de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr ici, et Chadwick avec les neutrons. Et ça fait pas longtemps, c'est dans les années 1940. Ça fait moins de 100 ans, ça fait peut-être 70 ans ou 70-80 ans. Ça ne fait pas longtemps. Donc, les sciences évoluent toujours. Sur ce, on se voit sur la prochaine vidéo. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.